Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais donner mes trophées NBA de fin de saison. Donc je vais élire les joueurs qui ont été les plus méritants pour chaque trophée majeur NBA ainsi que les All NBA Team First NBA et First Defense. On va tout de suite commencer avec le premier trophée qui a été l'un des plus durs à faire, c'est le trophée de Rookie de l'année. Alors je dis que ça a été l'un des plus durs à faire parce que ça a été entre deux joueurs très performants, donc Cooper Flag et Con Conapel. Juste pour préciser, dans la course au Rookie de l'année, je prends pas en compte le classement de la franchise, donc le fait que Charlotte ait fini cette saison devant Dallas n'est pas l'un des facteurs qui impacte ma décision. Cependant, Con Conapel, il a changé cette équipe objectivement. Donc il a eu le plus de 3 points marqués de toute la NBA, en battant en plus de ça le record de rookie all-time évidemment. Les Charlotte Hornets sont passés de 19 victoires à 43 victoires en un an avec son arrivée. Et il a fait tout ça, tous ses records de 3 points et toutes ses performances historiques en ayant des pourcentages très élevés. Donc Con Conapel, il tournait à 48% au tir, 43% à 3 points sur 8 tentatives par match et 86% au lancer franc. Donc ça, c'est des pourcentages exceptionnels. Pour un rookie, c'est du jamais vu. En plus de ça, c'est un solide défenseur, c'est un joueur qui est polyvalent sur le terrain. En moyenne, il est en 19 points, 5 rebonds, 3 passes décisives par match. Et c'est le joueur idéal pour une franchise qui monte en puissance comme Charlotte. Donc vraiment excellente saison et avec un aspect historique qui est bien sûr très important dans ce genre de vote. De l'autre côté, Cooper Flag, il a eu des difficultés collectives et plus d'irrégularités globalement, mais il a eu des pics de performance individuelles qui ont été incroyables. Donc il a eu 4 matchs à plus de 40 points, dont 1 à 51. En février, il a eu 4 matchs de suite à plus de 30 points, ce qui est un record NBA pour un rookie. Mais malheureusement, il a subi une blessure juste après qui risque de lui avoir coûté le rookie de l'année en l'écartant 8 matchs consécutifs des terrains. Sur la saison en globalité, il est en 21 points, 7 rebonds, 5 passes D, ce qui est une saison de très haut niveau pour un rookie, même pour un joueur NBA en général. Sur l'aspect statistique, tout cela en ayant des tâches défensives très lourdes, parce qu'il était souvent match-up sur les meilleurs joueurs adverses offensivement. Donc malgré une fin de saison un peu plus compliquée pour Con Conapel, je trouve que sa régularité et sa polyvalence sur les parquets, le changement drastique de l'équipe avec lui, parce que non seulement en termes de performance, de victoire finale, les Hornets ont eu des gros changements en termes de jeu, avec des pics de scoring notamment à 3 points qui leur ont permis de faire des performances assez incroyables et de montrer des aspects qui sont très intéressants pour les futures saisons NBA où ils seront une équipe dangereuse à jouer je pense. Donc pour moi justement le changement drastique de l'équipe avec lui et finalement l'aspect historique de ce record à 3 points avec des pourcentages absurdes font de lui mon rookie de l'année, même si je pense que Cooper Flag, sans cette blessure de 8 matchs, aurait sûrement eu des performances avec plus de continuité sur la saison, ce qui lui aurait permis d'aller décrocher ce rookie de l'année en marquant encore plus ses esprits avec de plus en plus de performances records. Du côté des mentions honorables, je vais citer VJ Edgecombe et Dylan Harper. Edgecombe, ça a été le pick idéal pour Philadelphie au numéro 3. Il a formé un bon duo au bas court avec Tyrese Maxey. C'est un joueur qui est dynamique offensivement, avec un gros potentiel au scoring, surtout à 3 points, et des flashs intéressants de playmaking, tout en étant un très très bon défenseur au poste d'arrière. Pour Harper, il est tombé dans une situation à San Antonio où il pouvait moins s'exprimer individuellement que ses homologues rookies parce que l'équipe San Antonio a les numéros de NBA avec un backcourt qui était déjà bien fourni, notamment avec De'Aaron Fox et Stephen Castle. Ce mec-là, il a un gros potentiel au scoring, il est monstrueux en termes de finition au cercle, ce qui était attendu avant sa saison. Il a subi une très très belle évolution à 3 points en shootant à plus de 50% dans les derniers matchs de la saison, et il a montré un gros potentiel en playmaking tout en étant, comme VJ Edgecombe, un défenseur très solide également. Donc c'est un joueur à suivre avec attention dans les prochaines années parce qu'il pourrait bien s'avérer être le meilleur de cette draft à la fin de la fin. Maintenant, pour le trophée de Six Man of the Year, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Keldon Johnson, qui tournait en 13 points, 6 rebonds, avec 2 rebonds offensifs par match en 23 minutes jouées, avec 52% au tir et 36% à 3 points. Il a été crucial pour la réussite de San Antonio cette saison, c'est un joueur qui est très agressif dans la raquette, avec une finition variée, et qui crée beaucoup d'espace à l'extérieur pour les shooters de San Antonio. Il est aussi capable de bien shooter dans le corner, en témoigne son pourcentage à 3 points, qui a un peu baissé sur la fin de saison, mais qui était plus autour des 38% sur la globalité de la saison régulière. Bref, en fait, ce mec qui fait tout en sortie de banc. Les Spurs son deuxième NBA avec plus de 60 victoires et le doivent en bonne partie aux joueurs qui sortent du banc et qui amènent des points dans la raquette et de la création de tir à l'extérieur. Donc Keldon Johnson est le symbole, en plus d'être le leader de cette équipe mentalement, et le joueur le plus ancien de cette équipe, de cet effectif. Pour les mentions honorables, je vais dire Naz Reid et Jaime Jaquez Jr. de Miami. Donc Naz Reid, c'est comme les dernières, l'un des meilleurs joueurs remplaçants NBA, même si les Wolves font un peu moins forte impression collectivement, parce que son profil atypique, il crée une menace supplémentaire à 3 points pour une équipe et une ligue qui en a besoin, et avec de la créativité dans la raquette, avec des moves assez variés, assez impressionnants à voir, et voilà, donc ce mec-là, il peut apporter beaucoup de choses hors du banc, c'est tout ce qu'on demande à un joueur hors du banc en NBA. Et Jaime Jaquez Jr., c'est pareil, c'est très polyvalent, il fait une super saison avec le Heat qui est assez irrégulier offensivement, mais lui, il est vraiment très régulier, avec des moyennes de 15 points, 5 rebonds, 5 passes D à 50% au tir, donc ce qui est vraiment une super saison, et ce qui, je pense, mérite d'être mentionné pour ce genre de trophée. Maintenant, on va passer au trophée du défenseur de l'année. Donc moi, j'ai choisi évidemment Victor Wembanyama, à l'unanimité pour moi, il sera élu. C'est encore un joueur des Spurs, mais c'est très certainement le trophée sur lequel il y a moins de débats concernant le vainqueur final. La question, c'est vraiment de savoir s'il allait jouer les 65 matchs rookie ou non. Pour rapidement parler de lui, c'est le meilleur contreur NBA à 3 par match, plus une interception par match. Il est symbole d'une dissuasion historique dans la raquette où de nombreux joueurs passent
la balle pour des tirs compliqués afin d'éviter le contre de Wembanyama. Et il a des déplacements très vifs pour un joueur de sa taille, ce qui rend son impact sur les tirs adverses qui ne touche pas le plus gros impact NBA. Il a un différence pourcentage de moins 9%, donc c'est le leader NBA sous une certaine contrainte de minutes. Et il est également leader défensif de la deuxième défense NBA en termes de defensive rating. Donc j'avais déjà évoqué ça dans ma vidéo sur l'IND, sur la mesure qui mesurait le plus gros impact défensif des joueurs en NBA. Il était déjà premier et pour moi encore cette saison l'a confirmé. Son impact global sur le collectif et juste individuellement sur les joueurs adverses. Défensivement c'est historique. C'est déjà l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'NBA et je pense que son impact en playoff va sûrement se faire encore plus ressentir car les joueurs attaqueront plus la raquette avec un périmètre défendu plus durement en général, ce qui fera plus de joueurs à accueillir au cercle pour lui. Pour les mentions honorables, j'ai choisi Ausar Thompson. Donc pour moi, Ausar Thompson, c'est le meilleur défenseur de la meilleure équipe de l'Est et de la troisième meilleure défense NBA, parce que les Pistons, évidemment, ont le troisième bilan NBA, mais le meilleur bilan à l'Est et surtout la troisième meilleure défense de la ligue. Donc pour en témoigner, Ausar Thompson, c'est le meilleur intercepteur NBA avec 2 steals par match, en plus d'avoir un contre par match. Il a un gros impact sur la réussite au tir adverse tout en ayant une des match-up difficultés les plus élevées à 90% et en défendant sur des joueurs allant du poste 1 au poste 4. Maintenant, pour le trophée de MVP, moi j'ai choisi Shai Gilgeous-Alexander. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur le débat du MVP et je reste sur cet avis. Shai, il réalise une saison exceptionnelle avec une efficacité historique, donc il est à 55% au tir, ce qui est le plus haut pourcentage pour un meneur NBA lors d'une saison à plus de 30 points par match, donc il faut se rendre compte de ça, en plus d'être à 39% à 3 points pour un joueur qui historiquement n'a pas eu les meilleurs pourcentages à 3 points de sa carrière et qui prend des tirs assez compliqués à ce niveau-là. Oklahoma City est un nouveau premier de conférence et meilleur bilan NBA alors qu'il y a eu beaucoup d'absents, donc Hartenstein a raté 35 matchs, Jalen Williams en a raté presque 50 ou encore Caruso qui en a raté plus de 25, donc ça témoigne de la présence de Shai et de ce qu'il apporte à cette équipe en tant que leader offensif et même défensivement en étant un très bon joueur de ce côté du terrain. Il a fini la saison en 31 points, 4 rebonds, 7 passes décisives avec 1,5 interceptions, en étant pas seulement le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, mais pour moi le meilleur joueur NBA. C'est important de bien considérer l'entièreté de la saison dans ces trophées NBA, et il faut faire attention aux stades de fin de saison comme les stades du mois de mars, parce qu'il y a plus de joueurs blessés, plus d'équipes qui tankent avec des joueurs de G-League ou des contrats courts pour pallier les absences, donc des stats en hausse pour un grand nombre de joueurs. Donc il faut bien se fier sur l'entièreté de la saison, et pour moi sur l'entièreté de la saison, Shai est le meilleur joueur NBA, très simplement. Pour les mentions honorables, j'ai mis Nikola Jokic et Victor Wembanyama. J'ai déjà évoqué Wemby pour le DPOY sans parler de son impact offensif qu'il a, donc il a 25 points par match avec 2 rebonds offensifs et 51% au tir en menant les Spurs à plus de 60 victoires et au deuxième bilan global de la NBA. Pour Jokic, il a fait un énorme début et une énorme fin de saison, triple-double de moyenne, donc ce qui est absolument exceptionnel, mais on est habitué avec lui, étant leader en rebonds par match et en passes décisives par match. Malheureusement, je pense que la blessure qui lui a fait manquer 16 matchs consécutifs et dont il a eu un peu de mal à se remettre au milieu de saison va lui coûter ce trophée et lui a coûté malheureusement des performances qui étaient vraiment parties pour être encore plus historiques qu'elles ne le sont déjà. En plus de ça, Murray a fait sa meilleure saison régulière en carrière avec 25 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et des pourcentages incroyables, ce qui limite un peu les chances du bloqueur parce qu'avoir une seconde option aussi forte sur une saison, ça réduit un peu l'impact aux yeux des votants et même moi en tant que observateur NBA de mon côté, je trouve que ça fait en sorte que sa candidature soit un peu moins haute que les années précédentes, mais ça reste une excellente saison tout de même. Il ne faut pas s'habituer à ce genre de choses parce que c'est quand même des joueurs simplement fantastiques en fait. Maintenant, on va passer aux équipes All-NBA. Donc, on va commencer avec la First Team All-NBA. Donc, je ferai un post avec les équipes secondes All-NBA et third All-NBA parce que je vais pas toutes les faire dans cette vidéo. Mais du coup, pour la First Team All-NBA, j'ai choisi Shai, Jokic et Wembanyama que j'ai mentionné pour le trophée de MVP. Avec eux, Doncic et Jaylen Brown. Donc je vais pas reparler des 3 premiers parce que j'en ai déjà parlé pour le trophée de MVP. En ce qui concerne Doncic, je l'ai choisi parce que je pars du principe qu'il sera éligible à la First Team All-NBA avec une résolution spéciale, même s'il n'a joué que 64 matchs parce que ça a été demandé par son équipe du fait qu'il ait dû partir pour un problème familial pendant la saison alors qu'il aurait pu jouer 2 matchs supplémentaires. Il fait une énorme saison, l'équipe des Lakers est souvent en difficulté sans lui, c'est le meilleur scoreur NBA avec un mois de mars historique. Brown, de l'autre côté, il a porté les Celtics jusqu'à la seconde seed à l'Est en tant que première option au sein d'une équipe que tout le monde voyait en play-in, voire même pas en play-off, avec la blessure de Tatum. Sur la saison, il est en 29 points, 7 rebonds, 5 passes D avec des pourcentages en hausse et un fort impact défensif sur le terrain, comme il a toujours été capable de le faire parce que c'est un des meilleurs two-way players NBA. Pour moi, c'était un de mes joueurs de la saison à suivre avant cette saison NBA et ça a bien réussi, donc je suis très content pour lui parce que c'est un super joueur. Et maintenant pour les mentions honorables, j'ai choisi Cade Cunningham. Malheureusement, lui, il va vraiment être inéligible pour les awards de fin de saison à cause de cette blessure au poumon qu'il a subi à la fin de la saison. J'aurais très certainement eu beaucoup plus de mal à faire cette first team si Cunningham était éligible, mais malheureusement, il n'aura pas joué assez de matchs en NBA cette saison. Donc il a fait une superbe saison avec les Pistons, il les a amenés au
troisième bilan NBA et au meilleur bilan à l'Est, un des meilleurs passeurs NBA, non seulement sur l'aspect visuel mais aussi sur l'aspect statistique, un bon scoreur avec parfois des pics de scoring intéressants et surtout un défenseur très solide dans une défense très intéressante et dans une équipe qui va être très très compliquée à jouer pendant les playoffs NBA, sachant qu'il vient de revenir de sa blessure pour la fin de saison. Donc affaire à suivre parce que les Pistons vont être très intéressants et j'ai bien hâte de petits affrontements entre Pistons et Celtics si ça peut arriver en finale de conférence. Et maintenant pour terminer, on va parler de la First Team All Defense et donc je ferai un post pour la Second Team All Defense NBA parce qu'il n'y a pas de troisième team donc voilà, donc pour la First Team All Defense, j'ai choisi Wembanyama, Ozar Thompson, Rudy Gobert, Scottie Barnes et Chet Holmgren. Donc comme pour la First Team All NBA, j'ai déjà évoqué Wembanyama et Thompson pour le trophée du défenseur de l'année, donc je vais me concentrer sur les autres. Gobert, c'est comme chaque année l'un des tout meilleurs protecteurs de cercle et de raquettes NBA. Donc c'est le leader d'une défense de Minnesota qui est top 8 NBA et pour moi ça doit compter parce que vraiment sans lui, la défense elle a des bonnes individualités mais elle perd énormément en qualité et donc il ancre vraiment cette défense d'une manière exceptionnelle. Pour Chet Holmgren, contrairement à plusieurs joueurs de KC, il a été très présent sur les terrains cette année et il a été l'un des deux meilleurs défenseurs de la meilleure défense NBA avec Cason Wallace. Avec Wembanyama et Gobert, Chet Holmgren c'est l'un des 3 meilleurs rim protecteurs NBA, c'est un défenseur mobile et crucial pour la raquette de KC qui a été bien privé de Hartenstein à moitié de la saison comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour terminer, Scottie Barnes, c'est l'un des défenseurs les plus polyvalents de l'NBA, un des seuls joueurs qui a 1,5 contre et 1,5 interceptions par match, quasiment. Il est capable de défendre sur tous les postes et il est impactant sur la réussite adverse au cercle. Ses adversaires au cercle sont à moins 3% en moyenne alors qu'il défend majoritairement sur des pivots et des ailiers qui sont ceux avec la plus haute réussite. Pour les mentions honorables, j'ai choisi Stephen Castle. On peut aussi citer Cason Wallace que j'ai évoqué avec Chet Holmgren, mais du coup Stephen Castle c'est le deuxième meilleur défenseur de la troisième défense NBA. Il défend constamment sur le meilleur joueur adverse au périmètre et en moyenne comme Scottie Barnes, les joueurs adverses sont à moins 3% sur leur réussite au tir, alors qu'il a une des match-up difficulty les plus élevées de la NBA en défendant et en faisant des performances marquantes sur des top joueurs NBA comme Kate Cunningham, Luka Doncic, Donovan Mitchell, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos joueurs, vos trophées de fin de saison en commentaire, n'hésitez pas à aller voir les posts qui vont sortir prochainement sur les secondes team All NBA, All Defense, etc. et me donner votre avis également sur ces posts-là, ce sera important pour faire monter la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et voilà, kiffez toutes les vidéos que je sors, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme d'hab, commentez, me donner le plus de retours possible, ça m'aide beaucoup. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.